Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la transmission et des variations au sein des génomes. On va travailler sur les divisions cellulaires des eucaryotes et on commence tout de suite par l'organisation de l'information génétique et le cycle cellulaire. La théorie cellulaire est un des fondements de la biologie actuelle. Elle est constituée de trois grands piliers qui sont numéro 1, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Numéro 2, la cellule est l'unité fondamentale du vivant. Et numéro 3, le dernier pilier est basé sur le concept de division cellulaire. Toutes les cellules naissent de la division d'une cellule préexistante. C'est donc un phénomène essentiel au développement des organismes, et en particulier les organismes pluricellulaires. C'est important également pour son fonctionnement et assurer notamment le renouvellement des cellules et des tissus. Par exemple, un organisme humain adulte serait constitué d'environ 30 10 puissance 12 cellules, donc 30 000 milliards de cellules, provenant toutes de la même cellule de départ, la cellule œuf. De plus, la durée de vie, par exemple, d'un globule rouge est de 120 jours. Ces cellules doivent donc être renouvelées en permanence afin d'assurer les fonctions d'échange des gaz respiratoires. La division cellulaire est donc un mécanisme fondamental du monde du vivant. On peut alors se demander en quoi ce mécanisme de division permet-il de préserver l'unité structurale et fonctionnelle des eucaryotes. En d'autres termes, il s'agit de se demander comment ce mécanisme de division cellulaire permet-il d'assurer à un organisme, comme par exemple l'organisme humain, de produire des milliards de cellules au cours de son existence, avec des cellules qui portent toutes le même génome. Les organismes vivants sont classés selon leur organisation. Les organismes eucaryotes sont constitués de cellules à noyau, représentant notamment ce qu'on appelle communément les plantes, les animaux et les champignons, et va donc exclure une grande partie des micro-organismes. Ce noyau chez les eucaryotes stocke une grande partie de l'information génétique portée par les cellules sous la forme d'ADN, acide désoxyribonucléique. Et ces molécules d'ADN, elles sont associées à des protéines qu'on appelle des protéines structurantes. Ce sont des protéines qui sont capables de se lier à l'ADN et de participer à leur organisation. Par exemple, les histones, ces petites protéines violettes que l'on voit ici, sont des protéines sur lesquelles l'ADN peut venir s'enrouler et former ce qu'on appelle des nucléosomes, une sorte de collier de perles, donc des assemblages de protéines appelés histones sur lesquels l'ADN s'enroule. Ces histones peuvent ensuite s'assembler pour former des fibres beaucoup plus condensées qui vont elles-mêmes s'enrouler pour former des boucles et lors de la division cellulaire, le chromosome va obtenir sa forme particulièrement condensée qu'on appelle le chromosome en métaphase que l'on observe ici en microscope électronique à balayage. Ainsi, les histones participent à la compaction de l'ADN et donc au stockage de l'information génétique. Par exemple, les condensines. On observe sur cette photo en microscopie confocale, l'ADN est en violet et on voit que sa compaction n'est plus assurée si les condensines sont défectueuses. Les condensines sont des protéines impliquées dans la séparation des chromosomes lors de la division cellulaire. Enfin, si les protéines de type coésine sont inactivées, on n'observe plus ces jolis chromosomes bichromatidiens caractéristiques de la métaphase. On observe seulement des petits fragments. La coésine est impliquée dans la formation et le maintien des chromosomes bichromatidiens. L'ensemble ADN plus protéines peut apparaître plus ou moins diffus dans le noyau au cours de la vie cellulaire. On parle de chromosome. Un chromosome, c'est une molécule d'ADN associée à de nombreuses protéines et qui contient des centaines, voire des milliers de gènes. Ces chromosomes peuvent être distingués grâce à des colorations pour observation au microscope optique. C'est ce que l'on voit ici, mais seulement à certaines étapes de la vie cellulaire. En effet, au cours des divisions cellulaires, l'ensemble diffus se condense et chaque chromosome peut être distingué.
ce qui permet la production des karyotypes. On rappelle que ces karyotypes, ce sont des représentations ordonnées de l'ensemble des chromosomes d'une cellule eucaryote. Et c'est la relation entre l'ADN et les protéines structurantes qui permet le passage d'une forme condensée au cours de la division cellulaire à une forme décondensée au cours du reste de la vie cellulaire qui permet par exemple l'expression des gènes. Chez les eucaryotes, le nombre de chromosomes est caractéristique de l'espèce. On a 46 chromosomes chez l'espèce humaine, soit 23 paires de chromosomes homologues, et c'est la même chose pour la plante l'olivier. Il y a 78 chromosomes chez le loup, soit 39 paires, et chez certaines mouches, on retrouve 12 chromosomes, soit 6 paires de chromosomes. Chez ces espèces particulières, on voit que les deux espèces se ressemblent, mais elles ont des karyotypes totalement différents. L'espèce chinoise a 46 chromosomes, alors que l'espèce indienne a 6 chromosomes pour la femelle et 7 pour le mâle. Les cellules constituées de 2 jeux de chromosomes sont appelées cellules diploïdes. Ainsi, chez l'être humain, les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules qui forment l'organisme par opposition aux cellules germinales, sont diploïdes et constituées de 46 chromosomes, soit la formule chromosomique de N égale 46. Chaque cellule possède donc 2 paires de chromosomes homologues. En revanche, les gamètes matures, qui sont des cellules reproductrices, spermatozoïdes ou ovocytes, ne contiennent qu'un seul jeu de 23 chromosomes. Ce sont des cellules haploïdes. Avant une division cellulaire, chaque chromosome est dédoublé et se compose de 2 chromatides sœurs. Ce sont des copies exactes en termes de séquence d'ADN. Ainsi, le chromosome est constitué de 2 molécules d'ADN identiques, c'est-à-dire qui portent les mêmes gènes et exactement les mêmes allèles, puisque c'est le résultat d'une copie, et qui forment 2 chromatides reliés étroitement, notamment au niveau du centromère. Maintenant que nous avons vu comment s'organisait l'information génétique, nous allons voir quel est son devenir au cours de la division cellulaire. Et pour ça, il faut d'abord définir le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire désigne une série d'événements qui conduisent une cellule eucaryote à la formation de 2 nouvelles cellules. En fait, c'est la période entre 2 divisions cellulaires successives. Chez les eucaryotes, le cycle cellulaire est marqué par une phase M, ou phase de mitose ou de méiose, et une interphase. L'interphase est généralement l'étape la plus longue, et elle est marquée par l'expression du génome et le métabolisme. Elle permet notamment de préparer la future mitose avec la duplication des composants de la cellule, parmi lesquels les organites, les membranes, la synthèse de protéines ou d'ARN. Pour un certain nombre de cellules, l'interphase peut se prolonger de manière indéfinie. Ces cellules sortent entre guillemets du cycle cellulaire, on parle alors de phase G0. Cette phase G0, elle est vécue par un grand nombre de cellules spécialisées. Ici, on voit des cellules spécialisées, les cellules cardiaques ou le globule rouge, qui ont des formes particulières. Et ça, c'est parce qu'elles ont acquis une spécialisation. On voit cette sorte de quadrillage dans les cellules cardiaques, qui est lié en fait à la contraction musculaire, et on ne voit plus de noyau dans le globule rouge. Eh bien, ces 2 cellules qui ont subi la spécialisation cellulaire sont en phase G0. Elles ne vont plus participer au cycle cellulaire et ne subiront plus de division cellulaire. L'interphase est constituée de 3 phases définies par des changements, notamment dans la quantité d'ADN de la cellule. On parle alors d'événements chromosomiques. La phase G1 est marquée par une activité cellulaire relativement intense, comme par exemple l'absorption de nutriments ou encore la synthèse de protéines. On voit ici la protéine CDT1 qui apparaît en vert et qui est produite spécifiquement au cours de la phase G1. On observe également la croissance cellulaire, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la cellule. Lors de cette étape, le matériel génétique peut alors être décondensé, c'est-à-dire que les chromosomes ne sont pas distincts dans le noyau
Et cet arrangement permet l'accès des séquences d'ADN à des protéines, et notamment des protéines comme l'ARN polymérase qui participent à l'expression des gènes. En fonction de l'environnement et de différents signaux autour de la cellule, la cellule peut s'engager ou non vers une division cellulaire. Et parfois, elle peut rester en phase G1 sur un temps long. C'est le cas par exemple des spermatogonies, qui sont ces petites cellules ici, et qui se retrouvent dans les testicules de mammifères au cours de développement embryonnaire. Elles vont se développer et atteindre la phase G1, et elles ne reprendront le cycle cellulaire qu'après la naissance, pour donner les spermatozoïdes que l'on voit ici. On note qu'une cellule peut être bloquée de manière définitive en phase G1. C'est notamment à cause d'une protéine qu'on appelle la protéine P53 et qui peut inhiber la poursuite du cycle cellulaire en cas de lésion sur l'ADN. En effet, en cas d'ADN endommagé, il y a une cascade d'événements qui permet d'activer cette protéine P53 et elle va être impliquée dans l'arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l'ADN, la sénescence de la cellule, voire carrément la mort cellulaire. Ce gène P53 est appelé suppresseur de tumeur parce qu'il permet de contrôler le cycle cellulaire et la mort cellulaire programmée, notamment en cas d'anomalie génétique, on l'a dit, donc en cas d'ADN endommagé. Et ça, c'est le cas de nombreuses cellules cancéreuses. Mais on en reparlera sur le chapitre sur le cancer. Après la phase G1, on a la phase S, qui est une phase de synthèse de l'ADN. Au cours de cette étape, l'ensemble du matériel génétique est dupliqué. La quantité d'ADN double. Cette phase peut être relativement longue, de l'ordre de la dizaine d'heures, et l'ADN décondensé est alors accessible à de nombreuses protéines qui participent à la reproduction conforme de l'information génétique. C'est ce qu'on peut voir ici sur cette photo en microscopie électronique à transmission. On voit que les chromosomes sont décondensés et que surtout, la molécule d'ADN elle est ouverte en deux. C'est ce qui permet en fait l'accès à des protéines particulières pour faire la synthèse d'ADN. On parle de réplication de l'ADN. La phase suivante, c'est la phase G2. Et elle est caractérisée par la poursuite de la croissance cellulaire et l'existence de nombreux points de contrôle qui ont lieu notamment pour bloquer le cycle cellulaire si la réplication dont on a parlé précédemment n'est pas achevée. Donc on observe que le noyau en phase G2 il est un petit peu différent, on voit beaucoup plus d'ADN condensé et expérimentalement si on compare les chromosomes, on voit que les chromosomes en phase G2 ils sont beaucoup plus épais que les chromosomes en phase G1, ça c'est lié à l'association des chromatides sœurs. De plus, au cours de la phase G2, on a un événement important qui est l'assemblage du fuseau de division ou fuseau mitotique. Alors, qu'est-ce que ce fuseau mitotique? C'est un ensemble de microtubules qui apparaissent ici en vert et qui sont des protéines du entre guillemets squelette de la cellule. Ces microtubules, ils se forment, on le voit, de part et d'autre de la cellule eucaryote, aux deux pôles de la cellule, et ils sont indispensables à la division cellulaire parce qu'ils vont être responsables de la migration des chromosomes. Ils vont tracter les chromosomes au cours de la division cellulaire. Ainsi, la phase G2 prépare la division cellulaire. L'interphase aboutit alors à la phase M, phase de mitose ou de méiose, et permet la séparation équitable des composants dupliqués dans les deux cellules filles, que ce soit les organites ou l'ADN. Cette phase, elle est brève, 8 minutes chez l'embryon de drosophile, 1 heure chez une cellule typique de mammifère. C'est la fin de cette vidéo sur le cycle cellulaire et sur la division cellulaire. N'oubliez pas de poser vos questions et surtout de répondre au quiz. À très bientôt!